Voilà. Donc, l'idée ici, là, c'est de faire une démonstration du partage d'écran, d'une analyse de risque faite avec le chiffrier Excel, donc l'approche pédagogique que j'ai développée là, ici, à partir de zéro. Donc, pour vous montrer là, comment est-ce qu'on ferait ça. Donc là, ici, si on suit, là, dans le fond, il y a seulement 4 étapes à l'approche. Là. Donc, on commence par, comme je vous ai expliqué déjà dans le passé, donc vous avez une idée un peu de quoi on parle. Là. Donc, le 1, indiquer l'appétence au risque de l'organisation. Ensuite, à l'étape 2, de mettre à jour les scénarios, comme on peut voir ici. Et ensuite, à l'étape 3, les mesures de mitigation de risque, qu'on voit ici. Et finalement, à l'étape 4, de recommander un portfolio. Donc, si on passe à travers ces étapes-là, donc on va commencer par indiquer l'appétence au risque de l'organisation. Alors là, ici, compte tenu des analyses qu'on a fait, des rencontres qu'on a fait, donc des entrevues avec les parties prenantes, avec la gestion, compte tenu aussi, on peut peut-être avoir fait des rencontres de groupe. Donc, on a accumulé un certain nombre de connaissances, de compréhension, donc, de l'organisation. Souvent, c'est notre propre organisation. On est un employé de l'organisation qui fait cette analyse de risque-là. Donc, on la comprend. On peut aller valider ça aussi avec des informations financières, donc dans des ratios comptables, par exemple, des ratios d'investissement, d'analyse d'investissement, etc., qui peuvent aussi nous donner des indicateurs supplémentaires sur l'appétence au risque de l'organisation. Donc, à partir de ça, on a identifié l'appétence au risque de l'organisation. Donc, je vous rappelle qu'une appétence au risque de 0,5, 50% si vous préférez, ça correspond à une neutralité par rapport au risque. Donc, si l'organisation est prête à prendre beaucoup de risques, donc a un appétit pour le risque, en anglais on dirait risk seeking, donc une propension au risque, à ce moment-là, le chiffre va être plus gros. Donc, typiquement, si on est une start-up ou dans un secteur d'activité où on est très innovateur, ben, on va avoir tendance à prendre beaucoup plus de risques. Alors que souvent, beaucoup d'organisations ont plutôt une aversion au risque qu'une propension, et donc ils veulent prendre moins de risques, donc la valeur va être plus basse. Donc, selon le cas, disons que nous, ici, on est dans une institution financière et qu'on a plutôt une aversion au risque, mais qu'on est quand même prêt à prendre certains risques. Donc, on va mettre ici une valeur de 0,4. Donc, ensuite, arrive à l'étape 2, où on va commencer à créer des scénarios. Donc, ici, on va numéroter nos scénarios. On peut les numéroter comme on veut. Là, c'est juste qu'éventuellement, comme on va se créer un registre du risque, on va avoir quand même un catalogue de scénarios, si vous voulez, à un moment donné. Donc, c'est intéressant d'avoir comme un identifiant pour nos scénarios. Fait que, on peut appeler ça comme vous voulez. Là, on peut appeler ça S001, par exemple, pour le premier scénario. On va ensuite donner un nom au scénario. Disons, par exemple, attaque par rançongiciel. On ne s'occupe pas trop des fautes d'orthographe pour l'instant. Le nom de l'organisme, c'est le nom de la compagnie. Donc, on va l'appeler compagnie 1. La date de création du scénario, ça va être la date d'aujourd'hui. Donc là, aujourd'hui, on est le 15. On va tout faire ça comme ça. Le 15/02/2023. Le scénario a été créé par moi. Donc, ça fait les initiales. Les différentes parties prenantes de ce scénario-là, on va indiquer, juste pour, plutôt que des listes, on va dire tous. Tout le monde est impliqué par ça. La description du scénario, donc un employé ouvre un courriel qui permet l'installation
Donc voilà, donc un employé ouvre un courriel qui permet l'installation d'un logiciel qui ensuite encrypte toutes nos données. Est-ce que ça impacte la confidentialité? Non. Est-ce que ça impacte l'intégrité? Oui, un peu. On va mettre un X ici. Ça impacte surtout la disponibilité. Donc, on va l'identifier ici. Donc là, on est en fonction de nos objectifs de sécurité, hein, le DIC. Ou le DIC+. Peut-être qu'il y a d'autres éléments qu'on voudra installer ici. Quels sont les actifs informationnels qui sont visés? Dans ce cas-ci, on va dire tous. C'est quoi les processus d'affaires qui vont être impactés par ça ici? On regarde ça simple. Tous, évidemment, dans un cas réel, peut-être qu'il y a des choses spécifiques. Là. Si je donne un exemple très général. Donc, la probabilité de réalisation de cet aléa-là, est-ce que c'est quelque chose qui a de haute probabilité de se réaliser, de basse probabilité de se réaliser? Donc, disons, je vais mettre, suite à des discussions, on s'est entendu, on a établi un consensus que la probabilité de réalisation de l'aléa, elle est un petit peu moins que la moyenne. Donc, on l'a mis à 40%, 0.4. La probabilité d'exploitation de la vulnérabilité par l'aléa, donc on l'a identifié ici à... on va l'identifier ici à moyenne, on va mettre 0.5. C'est quoi les impacts potentiels? Donc ici, je pourrais faire une liste là, des impacts. Nous ne serons plus en mesure de travailler. Perte de réputation. Des commandes. On ne peut pas prendre de commandes. Donc voilà. Les impacts monétaires. Ben, si on regarde sur la base du passé, on sait que ça a un impact d'à peu près, dans notre cas, 100 000 $ par jour. Des pertes de revenus, on a dit 100 000. Voilà. Les dommages estimés. Donc, si jamais ça se produit, ça va quand même être assez important. Donc, on va évaluer ça à 0.6. Et dans les pires cas, ça peut être vraiment extrêmement important à 0.9. Si ça se passe, si quelque chose comme ça arrive, on n'est pas vraiment prêt à ça, on ne saura pas vraiment quoi faire. Donc, notre niveau de résilience, il est relativement bas. Et évidemment, l'utilité de ça, c'est comment ça, l'ensemble de nos systèmes contribue à nos opérations, c'est très élevé. Donc, l'utilité espérée, elle est très élevée. Donc, voici là comment, suite à des rencontres, suite à des discussions, suite à la création des scénarios, j'aurais donc créé l'information. Puis si vous voyez ici, là, on voit que donc tous les champs ici dans le tableau, là, ont été complétés. On n'a pas encore de mesure de mitigation de risque, donc ici, il n'y a toujours rien. Mais on a donc l'information ici. Donc, on va faire ça pour chacun des scénarios. Donc, le scénario S002. Et puis là, évidemment, là, pour gagner du temps, je ne vais pas nécessairement prendre trop de temps pour remplir tout, pour faire comme j'ai fait tout à l'heure. Là. Oh. Pourquoi est-ce que ça... Attendez, je pense que j'ai dit... Ah, oui, excusez, j'avais dû changer mon clavier ici. Donc, probabilité de réalisation de ce scénario-là, on va la mettre faible, à faible. Dommage estimé, moyen. Dommage maximal, plus élevé. Niveau de résilience, j'espère.
Donc, vous comprenez là que pour Pouvez-vous répéter, c'est quoi, qu'est-ce que vous voulez dire par résilience? Je suis pas sûr de comprendre ce mot-là. oui, la résilience, c'est notre habilité à faire face à l'adversité. C'est notre capacité comme organisation, s'il se produit un événement négatif, de se relever de ça, ou d'apprendre par nos erreurs, puis de se corriger. Donc, par exemple, si toi tu fais face à de l'adversité, je vais donner un exemple. Admettons qu'il y a un décès dans ta famille. Ben, ta capacité de passer à travers cette situation-là va être en lien avec ta résilience. Comment tu es résilient par rapport à ce genre d'événement-là. Comment Fait tu que vas c'est être comme affecté. un mélange d'être capable de s'adapter puis d'avoir les reins assez solides pour continuer à avancer s'il arrive quelque chose. Exactement, c'est en plein ça. OK, OK, parfait. OK. Mais nous, on regarde plus au niveau de l'organisation. Donc, ça inclut la résilience des personnes, mais aussi de l'organisation en elle-même. Oui, oui, je comprends, je comprends. OK. Fait que je continue avec mes scénarios. Là. OK. Donc, ça, c'est le scénario 3. Donc, disons qu'ici, la probabilité de réalisation est plus faible. La probabilité d'exploitation, elle est plus faible. Les dommages estimés sont faibles, mais dans les pires cas, ils sont élevés. On est assez résilient par rapport à ce scénario-là et ça ne contribue pas nécessairement beaucoup aux objectifs de l'entreprise. Donc, on va mettre plutôt 0.4. OK. Donc, là, je suis le 3. Donc, là, je continue ici. Là. Je sais que je me répète un peu, mais on va le faire pour les autres. Je vais juste aller plus vite là, dans mon entrée de données. Là. Bon, écoutez, je pense que ce que je vais faire, là, je vais arrêter là pour tout de suite. Parce que là, je ne vois pas vraiment l'avantage à aller jusqu'à 10 nécessairement. Là. Ce que je vais faire, c'est pour sauver du temps, je vais juste répéter les données de scénario 4 au scénario 5. Scénario 6. Scénario 7. Ah, là, j'ai ma fenêtre. Je peux-tu l'attendre, ça? Scénario 7. Bon, j'arrive pas à... Scénario 8. OK. Bon. Fait que là, j'ai juste copié les scénarios. Là, ça va quand même avoir un petit impact parce qu'ils vont avoir toutes les mêmes réponses. Là, mais juste pour sauver du temps. Là. Vous avez vu déjà avec les premiers comment j'ai fait ça. Donc là, j'ai créé mes scénarios. Voilà. J'ai créé mes scénarios. Et donc, à partir de ces scénarios-là, la prochaine étape, l'étape 3, je vais mettre à jour les mesures de mitigation de risque. Donc, les mesures de mitigation de risque que je vais vouloir garder pour mon premier scénario. Donc, allez voir, c'est quoi mon premier scénario? C'est l'attaque de ransomware. Donc, pour l'attaque de ransomware, quelles sont les mesures de mitigation qui vont être importantes? Donc, je sais que
c'est sûr que d'avoir une politique de sécurité que je vais réviser régulièrement, ça c'est un enjeu. Un autre enjeu important par rapport au scénario du ransomware va être le programme de sensibilisation. Faut que je remonte un peu, là, donc ça, je sais que c'est d'avoir un bon programme de sensibilisation pour que mes employés soient prêts. Donc c'est important. Donc ici, awareness, processus disciplinaire, que ce soit inclus dans les choses, dans les emplois, parfait. Ensuite, au niveau des contrôles d'accès, donc la ségrégation des tâches, ça je l'ai dit. Les contrôles d'accès, voilà, ici, 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 révision des accès, donc pour m'assurer que les gens n'ont pas accès à plus que ce qu'ils ont besoin pour être en mesure de faire leur job. Voilà, donc j'ajoute tous ces contrôles-là. Finalement, des protections contre le malware, les backups et les contrôles réseau, les services réseau, ségrégation des réseaux, messagerie, gestion des incidents, pour qu'on réponde rapidement à ce scénario-là. Et bon, voilà. Donc ça, c'est ceux que j'ai identifiés de base là, comme étant importants par rapport à ce scénario-là. Donc je les ai rentrés ici. Puis là, vous voyez là que c'est venu mettre à jour donc mon scénario numéro 1. Donc vous voyez les données ici, là, ça était tout à 0 tout à l'heure. Puis là, ce sont toutes mises à jour par rapport à ça. Donc là, je vais vouloir faire la même chose aussi pour chacun des autres scénarios, là. Donc ce que je ne ferai pas nécessairement ici tout de suite. Ah ben oui, je devrais le faire finalement. Si je veux qu'on fasse l'analyse jusqu'au bout, là, jusqu'à ce que je vais en faire. Tout à l'heure, j'avais fait 1, 2, 3. Donc je vais le faire par rapport à 1, 2, 3. Donc mes mesures de mitigation par rapport à mon deuxième scénario. On va dire ici, je n'avais pas identifié tout à l'heure que mon scénario 2, c'est un vol de données. Donc, par rapport au vol de données, toujours mes politiques. Rôle et responsabilités, ségrégation. Ici, et je vais mettre processus disciplinaire, mise à pied, classification de l'information, étiquetage de l'information, gestion de l'information, gestion des médias, et voilà. Et oui, finalement, un contrôle d'accès. Dans la page analyse, là, j'ai des résultats qui changent quand je clique ailleurs dans le document, dans la colonne risque résiduel maximum, puis ça varie pas mal. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui, ça c'est la simulation Monte-Carlo. À chaque fois que tu fais des modifications ou que tu cliques ailleurs dans le document, ça relance la simulation Monte-Carlo. À chaque fois. Okay. Donc, c'est ce qui fait que les résultats, ils vont varier. Donc, une fois que tu as... Là, tant que tu es en train de mettre à jour le document, ça va arriver. Une fois que tu vas avoir fini de mettre à jour le document, surtout touche plus à rien. Parce que tu veux arrêter de faire les simulations. Là. Malheureusement, c'était comme un petit... Je dirais pas un bug, on va appeler ça comme un feature de Excel, là, qui fait ça. Donc, malheureusement, c'est... Parce que il y a d'autres outils un petit peu plus performants qu'on pourrait utiliser, là, style l'apprentissage supervisé, par exemple,
ou RStudio ou d'autres outils là, pour faire ces simulations-là. Mais j'ai essayé de prendre un outil que tout le monde a accès, Excel. Donc, tu sais, c'est pas vraiment un outil de modélisation. C'est ça le problème, un peu. Tu sais. OK, je comprends. Ça va? OK. Fait que, donc là, j'en ai fait 2. Si je vais faire le troisième, admettons qu'on dit que le troisième scénario, donc on n'y a pas donné de nom là, tout à l'heure, mais disons que le scénario 3, c'est le scénario d'un... qu'est-ce que je pourrais mettre qui serait un bon scénario? Appel au président. Donc, appel au président, c'est une forme d'attaque où quelqu'un va se faire passer pour le président qui est en voyage, puis qui va en profiter de ça pour lui demander de payer une facture, quelque chose comme ça. Et donc là, ici, dans ce cas-ci particulier, ce qui m'intéresse, c'est la ségrégation des tâches, le télétravail, et les contrôles d'accès réseau. Admettons. OK? On va rajouter ici. Ouais. Disons que dans ce cas-ci, on va se limiter à ces choix-là. Donc, voilà. Donc, ici, on a créé pour nos 3 scénarios. Puis là, on voit, là, pour ces 3 scénarios-là, que le risque résiduel est très élevé avec le premier des scénarios. Donc, il y a énormément... Ah, ben, vous voyez, c'est exactement ce qu'on nous disait il y a 2 secondes dans la question. Tout d'un coup, on a cliqué en quelque part, puis ça a changé les résultats. Alors, c'est un peu ça ce qu'on cherche à faire ici, à éviter ce genre de choses-là. Donc, une fois qu'on aura complété tous nos scénarios, on va arrêter de cliquer à gauche, à droite, là, pour être en mesure d'avoir donc une image de la réalité. J'ai pas trouvé la façon d'arrêter de la simulation de s'exécuter. J'imagine qu'il y a sûrement une fonctionnalité qui permet d'arrêter ça, là. Je ne sais pas comment le faire. Il faudrait en fait, j'ai cliqué ailleurs un peu partout une couple de fois, puis ça changeait à chaque fois, puis après un certain temps ou un certain nombre, là, ça change plus, ça reste statique. OK. Je ne sais pas si la simulation prend du temps avant de se réaliser, puis qu'il va chercher les données quand il les a, puis qu'il continue de calculer en arrière. Là. Peut-être que c'est ça. Oui, je mais pense. Ça l'a arrêté de mon côté. Là. Bon, ben parfait. Parce qu'effectivement, selon la machine que tu as, selon ton CPU, ça se peut que ça prenne plus ou moins de temps là, pour exécuter la simulation. Parce que la simulation, elle est grosse. Là. Normalement, tu fais une simulation Monte-Carlo. Ici, j'en fais 10. Fait que c'est pour ça que ça peut prendre quelques minutes. Là. Ça aurait du bon sens. Parce que là, tu vois, moi aussi, là, si je clique, là, ça clique. À chaque fois, ça change. Je ne sais pas si est-ce qu'à un certain moment donné, ça va arrêter. Ça, c'est une bonne question. L'idéalement, là, ça serait d'avoir une façon d'arrêter ça. Il faudrait que je fasse une petite recherche Google là, pour voir s'il y a une fonction. Il existe sûrement quelque chose dans Excel qui permet d'arrêter ça. Là. C'est juste que moi, je ne sais pas c'est quoi. OK. Donc, jusque-là, ça va? Oui. OK. Ouais. OK. Donc, la dernière chose que je voulais vérifier, que je voulais parler, donc, c'est les recommandations. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on ne devrait pas faire? Ça, c'est la colonne C qu'il faut venir changer. Donc, lui, là, ce qu'il nous dit, c'est actuellement, là, si on regarde ceux dont le risque minimal résiduel, donc la colonne V, est faible, c'est... tu vois, les 3 d'en haut, là, ils sont plus bas. Donc, les 4, en fait, il les met, la colonne A, il les met à 0. Puis à partir de la colonne 5, puis là, c'est
un des problèmes qu'on a, c'est que des fois, le formatage conditionnel ne fonctionne pas toujours parfaitement. Là. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il recommande de faire ceux-là, ici. Mais là, comme il y a 0 comme coût, ben, il y a 0 comme coût. Donc, on ne s'en préoccuperait pas pour l'instant, parce qu'on n'a pas rempli toutes les données. Si on regarde les 3 premiers seulement, dans la colonne B, ici, les portfolios B, ben, ce qu'il nous recommande, c'est de tout faire. Et effectivement, si on regarde tout, la colonne B et la colonne D sont en fait exactement les mêmes. Donc, les A, B et D là, sont calculés automatiquement en fonction des résultats. Donc, nous, ce qu'on doit faire, c'est venir dans la colonne C et dire, c'est quoi, nous, notre recommandation? Qu'est-ce qu'on recommande que l'organisation devrait faire? Mettons que je mets tout ça à 0. Là. Puis moi, ce que je dis, c'est, moi, ce que je recommande que l'organisation devrait faire, là, c'est juste celui-là pour cette année. Donc, je viens mettre celui-là à 0. Puis je dis, la justification que je vais mettre dans ça, c'est de dire, compte tenu du coût élevé des mesures et compte tenu du très haut niveau de risque associé à ce scénario-là, le fait que notre budget il est quand même limité, moi, ce que je propose, c'est que notre priorité pour cette année soit de mettre en place les mesures, parce qu'il y a quand même beaucoup de mesures ici. Il y a beaucoup de choses qu'on doit faire par rapport à ce scénario-là. Puis, avec la taille des équipes qu'on a, déjà juste ça, ça va être difficile de tout faire ce qui est nécessaire de faire pour ce scénario-là, pour adresser les mesures de mitigation en lien avec ce scénario-là. Donc, moi, ma recommandation, c'est de prioriser ça, puis de mettre nos énergies sur ça pour cette année, parce que c'est vraiment ça qui est le plus prioritaire pour nous, en fonction de notre capacité de réalisation. Donc, voici, monsieur le gestionnaire, ma recommandation. Puis là, donc ça va, je vais mettre ça dans un document, une note de service, je vais expliquer, je vais avoir comme un sommaire exécutif, là, un petit paragraphe qui explique, parce que souvent, c'est juste ça que le gestionnaire va lire. Puis, je vais aller beaucoup plus en détail pour donner de l'information sur exactement qu'est-ce que ça implique de faire tout ça. Et je vais joindre à ma recommandation mon analyse de risque. Donc là, évidemment, avec toutes les histoires là, de mise à jour, de la simulation Monte-Carlo puis tout ça, là, ce que je vais inclure, c'est une capture d'écran de mon analyse de risque, là, ou une impression de mon analyse de risque. Là. Je ne vais pas y envoyer le fichier Excel parce que là, à chaque fois qu'il va l'ouvrir, ça va relancer la simulation, puis ça ne permettra pas de bien supporter, d'appuyer ce que je vais dire. Donc ça, c'est une analyse de risque.